Combien paierez-vous à l'avenir de taxes pour votre voiture? Une réforme est dans l'air en région bruxelloise. C'est en effet la seule région à ne pas avoir du tout adapté jusqu'ici sa fiscalité automobile. Alors des experts ont été mandatés par la région pour produire un modèle de taxation. Leurs conclusions sont désormais connues et nous allons mettre en débat ce soir toutes ces propositions avec nos invités. Mais d'abord, en quoi consiste-t-elle? Il s'agit du verdissement du parc automobile, c'est en tout cas le leitmotiv. En un mot, le diesel sera plus taxé et les véhicules anciens également. Voyons ça dans le détail. Les experts proposent la suppression de la taxe de mise en circulation et de la taxe de circulation, son remplacement par une taxe de circulation annuelle calculée selon la norme euro qui est déterminée en fonction des émissions et aussi calculée en fonction du carburant du véhicule. Alors prenons un exemple, un véhicule appartenant à la norme Euro 6, ce sont les véhicules les plus récents. Alors la taxe de circulation annuelle, si c'est un diesel, vous le voyez, elle sera de 300 €. Et si c'est une essence, elle est beaucoup moins élevée, 50 € seulement, une somme à laquelle il faut ajouter 1 € par gramme de CO2 rejeté par kilomètre. Et puis sachez également qu'un montant supplémentaire vous est demandé lors de l'achat pour une première immatriculation ou une réimmatriculation pour les véhicules d'occasion. Et là encore, le montant est plus élevé s'il s'agit d'un véhicule diesel que d'un véhicule essence. Allez, encore un petit exemple pour mieux comprendre. Prenons une Golf diesel de la norme Euro 6. La taxe sera donc de 300 € plus 104 € en fonction du CO2 rejeté, en tout 404 € par an. Et lors de l'immatriculation, la taxe sera donc multipliée par 2 et donc ce sera 404 x 2, 808 €. J'espère avoir été clair. En tout cas, ce que les experts ont voulu faire, c'est une taxation simple, facile à comprendre, avec un objectif, améliorer la qualité de l'air. Ridouane Chahid, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député bruxellois PS. Alors c'est un modèle à adopter ou un modèle à casser, ça? Alors c'est sûrement pas un modèle à adopter, puisque comme on l'a déjà fait savoir notamment hier en commission, c'est un modèle qui ne rencontre pas un certain nombre de nos critères et de nos demandes, puisqu'on estime que, en tout cas, le facteur que nous avons appelé le facteur social n'est pas repris dans le rapport, n'a pas été étudié et n'a pas été jusqu'au bout de la réflexion. Et donc, on estime qu'aujourd'hui, ce rapport est plus un rapport qui est dédié à ceux qui ont les moyens de pouvoir s'acheter un véhicule, que ce soit diesel ou d'essence d'ailleurs, qu'à un citoyen bruxellois lambda. Et donc, pour nous, on veut une réforme, une réforme qui se tient sur deux jambes, avec l'aspect environnemental, mais aussi l'aspect social. Alors on fait un premier tour de table, d'abord avec les partis de la majorité. Manuel Debock, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de groupe Défi. Alors il y a un objectif qui est très clair, c'est l'amélioration de la qualité de l'air. Grâce à ce modèle de taxation, on y arrivera puisque seuls les véhicules les plus... On sera incité à utiliser des véhicules très récents et qui polluent moins. Donc. Mais je pense qu'il faut quand même saluer la démarche du gouvernement qui a été de faire appel, comme dans la réforme fiscale, à un certain nombre de spécialistes pour nous dresser finalement un état des lieux comparatifs de ce qui se passe dans les trois régions et de ce qu'il faut faire pour sauvegarder, préserver à la fois des recettes fiscales, mais aussi encourager et décourager donc les comportements qui sont les plus polluants. Et dans ce cadre-là, je pense que c'est essentiel d'assurer de la prévisibilité et de la sécurité juridique. Donc, comme tel, ce n'est pas un modèle qu'on doit implémenter demain, mais ce rapport doit être débattu et ce rapport doit être sans doute aussi amendé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend quoi? On apprend qu'il faut un accord de coopération entre les trois régions pour pouvoir finalement arriver à un vrai système qui ne permette pas finalement de la concurrence fiscale. Ça, c'est quand même une donnée intéressante. Ça va pas être, on va en parler sans doute, mais les sociétés de leasing, si c'est pour, par exemple, taxer les Bruxellois et voir que 25% des gens vont y échapper par notamment les sociétés de leasing, on n'aura pas un modèle équilibré, juste et équitable. Et deuxième chose, il faut s'assurer à tout le moins qu'on aille très vite vers un système de taxation au kilomètre. Et c'est ce que mon parti défend. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Ça, pour nous, c'est le prioritaire. Et là, il faut un accord de coopération. Il y en a un qui a été signé sous l'ancienne législature avec M. Delisle. Et nous souhaitons qu'on aille très vite, le plus vite possible, vers ce modèle de taxation au kilomètre. En clair, privilégier
non plus la possession, mais l'utilisation d'un véhicule. On vous a compris. Alors actuellement, plus une voiture est âgée, moins la taxation est importante. Ce sera le plus clair, puisque là, les véhicules plus âgés, donc moins performants environnementalement parlant, seront beaucoup plus taxés. C'est une bonne réforme, Benoît Serex ? Écoutez, autant le premier rapport sur la première réforme fiscale était assez enthousiasmant, autant je suis beaucoup plus réservé par rapport à ce que j'ai entendu hier. D'abord, ce rapport dit très clairement que notre marge de manœuvre en région bruxelloise pour évoluer vers ce verdissement du parc automobile, elle est finalement très restreinte, puisque les principales taxes aujourd'hui sur l'automobile, ce ne sont pas les taxes régionales de taxes de circulation ou de mise en circulation, non, c'est la TVA, 21% que vous payez lors de l'acquisition d'un véhicule, ce sont les accises qui sont extrêmement importantes dans notre pays. C'est aussi les dispositions fiscales fédérales sur les voitures de société. Et d'autre part, on nous dit, et je pense que là les experts ont raison, si vous voulez vraiment pouvoir influer sur la qualité de l'air, il faut qu'on ait des systèmes qui soient concordants avec la région flamande et à la région wallonne. On en est loin aujourd'hui. Donc ma première réaction est une certaine déception. Et d'autre part, quand je vois que finalement c'est la population bruxelloise qui va être la plus pénalisée, puisqu'on va plus taxer le diesel. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, on encourageait la population à acheter des véhicules diesel. Les pouvoirs publics ont manifestement évolué. 60% des Bruxellois ont aujourd'hui roulent au véhicule diesel. Donc c'est eux qu'on va pénaliser les premiers, ainsi que ceux qui roulent à l'essence avec une voiture plus ancienne. Donc on peut se dire aujourd'hui que le résultat de cette réforme, si on l'appliquait comme ça, c'est que 80% des Bruxellois demain payeront plus cher. Ouais, on voit en tout cas une majorité pas franchement emballée. On va voir ce qu'en pense l'opposition. David Weitzman, bonsoir. Bonsoir. Très perplexe aussi par rapport à la philosophie de cette nouvelle taxation qui est de finalement préserver l'environnement. Non, d'abord... Plutôt positif sur la démarche d'abord du gouvernement d'avoir demandé à des experts et même content d'avoir lu cette étude parce que finalement ces experts rencontrent les objectifs des deux propositions que le MR avait déposées d'ailleurs il y a 2 ans qui sont assez similaires, des objectifs qui touchent 1 la qualité de l'air, 2 les objectifs climatiques et 3 encourager quoi aux Bruxellois à avoir un changement de comportement et c'est vrai, les encourager à passer d'une voiture diesel vers une voiture essence et les encourager de passer d'un système de voiture essence vers système hybride, gaz ou électrique, même s'il y a parfois des différentes remarques. La seule différence, effectivement, par rapport à ce que nous avions proposé, c'est que notre système est un système de bonus fiscal, d'encouragement, lié à l'éco-score, on peut venir sur les détails. Tandis qu'ici, c'est plutôt un système qui va finalement pénaliser effectivement une partie. Mais sur les principes même, ça rencontre les objectifs que le maire avait fixés. Il y a déjà 2 ans de cela, on avait déposé des textes et malheureusement, ils n'avaient pas encore été pris en considération par ce gouvernement. Alors, Arnaud Pinksteren, bonsoir. Vous êtes député bruxellois écolo. Alors, cette réforme, ça s'appelle verdissement de la fiscalité automobile. Oui. Voilà un terme que vous devez aimer. A priori, vous devriez être ravi par cette réforme. Donc on se méfie toujours des termes. Donc on a regardé et on a lu attentivement cette étude. Alors moi, je voudrais quand même souligner effectivement la démarche et l'objectivité du groupe d'experts qui s'est réuni, même si on avait quelques doutes avec la présence de la FEBIAC autour de la table, d'avoir vraiment quelque chose et un résultat qui soit uniquement la substitution de vieilles voitures par des nouvelles voitures. Donc on n'a pas que ça. On a vraiment une volonté de simplifier, de développer en tout cas un système simple, ça c'est une chose, et d'autre part de s'attaquer à un problème qui fait de plus en plus parler lui, c'est le problème de la qualité de l'air, de la mauvaise qualité de l'air. Et donc en ce sens-là, il y a des choix qui sont posés, qui sont intéressants, mais qui sont incomplets. Donc moi je pense que ce rapport, il n'est pas à prendre pour argent comptant, c'est une contribution à la réflexion qui devrait être complétée avec d'autres scénarios. Et notamment un élément qui me semble essentiel, c'est la prise en compte de la masse du véhicule. Dans la réforme qui est proposée, ce n'est pas du tout pris en compte. Donc ça veut dire que si on a un véhicule très grand, très lourd, on n'est finalement pas pénalisé. Or on sait tout ce que ça implique en termes de sécurité routière, notamment, d'emprise au sol dans notre espace public, mais aussi on sait que ces plus grandes voitures sont souvent les voitures les plus chères et donc accessibles à une certaine partie plus privilégiée de la population. Et donc
Ce que nous pensons vraiment, c'est que le scénario et les propositions qui sont faites ici devraient être complétées par toute une série d'autres simulations en jouant notamment sur ce paramètre de la puissance et de la masse des véhicules. Oui. Alors on va encore ajouter quelques précisions sur ces propositions en parlant des exonérations. Certains véhicules vont être exonérés, en tout cas dans un premier temps. Il s'agit des véhicules électriques, hybrides rechargeables et hydrogène, donc une exonération pendant 5 ans. Alors tout de suite, pour que vous compreniez bien les enjeux du débat, on va vous montrer l'âge moyen des véhicules en région bruxelloise. Ils ont 9 ans et demi en moyenne et le parc automobile est constitué en majorité de véhicules diesel. Alors la question, Ridwan Chahid, il faut taxer plus de dieseliser le parc automobile pour employer ce néologisme. Il faut en tout cas faire en sorte que le citoyen bruxellois puisse avoir la possibilité d'acquérir des véhicules propres. Ça, c'est la première démarche qu'il faut faire. Et donc, mettre en place des incitants fiscaux et mettre en place... Et une taxation supplémentaire pour le diesel, comme c'est prévu ici. Et donc, je pense que, par exemple, ce qui est prévu ici, à savoir la suppression de la taxe de première mise en circulation, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que la taxe de première mise en circulation doit être maintenue parce que c'est une façon aussi pour le citoyen de l'inciter dans l'achat du véhicule et donc de lui permettre d'aller plus vers un véhicule qui sera moins taxé lors de sa première mise en circulation et donc forcément par l'achat d'un véhicule propre. Ouais. Ça, c'est l'objectif, puisqu'on ne va pas le nier, et ça a été dit par Arno Pinksteren, il y a aussi un problème de la qualité de l'air. Notre ambition, c'est d'améliorer la qualité de l'air, et une des façons d'y arriver, c'est de s'attaquer aux véhicules diesel qui polluent. Si je vous ai bien entendu, Benoît Serex, il ne faut pas taxer plus les diesels parce que ça pénaliserait énormément les Bruxellois quand on voit le parc automobile. Très clairement, et je vois que mon voisin y est favorable. Si on applique cette réforme telle qu'elle, pour 8 Bruxellois sur 10, ça va coûter plus cher. Alors, il y a des éléments intéressants dans cette réforme qui est l'exonération pour les véhicules verts, les véhicules électriques, les véhicules au gaz. Donc ça, ce sont des éléments positifs. Mais je trouve que les pouvoirs publics doivent quand même assumer leurs responsabilités, alors qu'ils ont mené une politique d'encouragement il y a quelques années pour qu'on acquiert des véhicules au diesel. Les choses ont évolué, les technologies ont également évolué, mais à un moment donné, il faut penser à la population qui a acheté ces véhicules sur conseil des pouvoirs publics. Ouais. Et en même temps, c'est un peu ce qu'on fait avec la zone de basse émission. On supprime petit à petit les véhicules diesel les plus polluants. Donc, oui, mais ça se fait progressivement. Moi, je soutiens aussi la proposition du gouvernement de dire d'ici 2030, plus de véhicules diesel ici à Bruxelles. Mais on donne là une période transitoire de 12 ans pour permettre aux gens d'adapter leur comportement. Il faut quand même aussi, à un moment donné, tenir compte du portefeuille des Bruxellois, parce que quand on nous dit que cette réforme fiscale sera neutre budgétairement, moi, j'ai lu les tableaux qui ont été déposés par les experts, et je vois déjà une augmentation des recettes de 23% pour la région bruxelloise, application dès 2019. Donc là, je ne considère pas que c'est neutre à partir du moment où on va chercher plus d'argent dans la poche du contribuable. Sur cette taxation plus importante du diesel, qui est vraiment un élément fondamental dans cette réforme, est-ce qu'il faut aller vers ça, Emmanuel Debock? Alors oui, pour les diesels les plus polluants. Mais c'est vrai que le gouvernement fédéral a donné des chèques de 5 000 € par véhicule pour des véhicules qui consommaient moins de 100 grammes de CO2 parce qu'on a privilégié en fait la protection et la lutte contre le réchauffement climatique. Et dans les faits, cela induit effectivement le passage de centaines de milliers d'automobilistes de l'essence vers le diesel. On ne peut pas tenir d'un côté un discours comme celui-là il y a 5 ans et de l'autre côté ne pas s'assurer de la transition. Et c'est pour ça que je dis que la transition, elle doit être mise au profit pour faire en sorte qu'on puisse passer vers la taxation au kilomètre. Mais la première mesure qu'on devrait faire, c'est avant tout décourager l'entrée dans la ville de véhicules. Il y a 500 000 véhicules qui appartiennent aux Bruxellois. Il y a 350 000 nafteurs dont la moitié viennent en voiture tous les matins à Bruxelles. C'est évidemment aussi en décourageant par exemple les voitures de société et en permettant aux personnes qui bénéficient aujourd'hui d'une voiture de société de ne pas venir en voiture à Bruxelles, en mettant une allocation logement par exemple, pour qu'on puisse effectivement avoir un air plus respirable. Et pour revenir à votre question principale sur le coût du diesel, ceux qui consomment peu, en réalité, ceux qui ont des voitures hybrides, par exemple aujourd'hui, la plupart des hybrides électriques sont au diesel. On doit pouvoir entendre cela, que ces véhicules-là consomment 2 à 3 litres seulement en 100 km, et que donc leur taxation ne doit pas exploser, que ces voitures-là doivent être maintenues dans leur taxation
actuels, mais par contre que les vieux véhicules qui consomment 10 ou 15 litres au 100, ceux-là, effectivement, doivent être surtaxés. Ouais. Par contre, tous les autres doivent être détaxés. Alors cette exonération, elle pose question. C'est faire en sorte qu'on ne cherche pas des nouvelles rentrées fiscales, c'est faire en sorte que ceux qui ont les comportements les moins environnementaux puissent, eux, payer la différence et que les autres qui s'inscrivent dans une logique de progression environnementale mais cette taxation, justement, cette exonération pour les véhicules hybrides rechargeables, par exemple, elle pose question à pas mal d'associations environnementales parce qu'elles disent que des voitures très puissantes vont avoir une diminution très importante de la fiscalité. Pareil pour les voitures à essence, parce qu'il y a le dioxyde d'azote, concrètement, qui est aussi un problème environnemental dont on ne tient pas vraiment compte. Et les voitures électriques, ça pose d'autres problèmes en amont. Alors cette exonération, est-ce que c'est une bonne idée, David Weitzman? Cette exonération, c'est une excellente idée. Maintenant, en fait, là, on est en train même avec simplement... l'effet contre-productif à certains moments, que certaines voitures très puissantes, qui sont hybrides rechargeables, vont pouvoir... Donc le mécanisme que le MR a proposé il y a 2 ans cela, qui rencontrait ces objectifs donc, de qualité de l'air et d'objectifs de diminution de CO2, c'est un bonus fiscal. C'est-à-dire encourager finalement les automobilistes à passer vers un système à passer d'un système diesel vers un système d'essence. Mais aujourd'hui, ce qui me fait un petit peu rire, c'est qu'on est en train de débattre d'un levier. Un levier important, la fiscalité, mais qui n'est pas le principal pour avoir une politique axée sur la qualité de l'air. Le levier principal, c'est la qualité des transports en commun. C'est augmenter l'offre. C'est développer un service minimum. Mais ici, le débat, c'est sur la fiscalité automobile. Oui, je sais bien, mais finalement, le débat, c'est un débat d'objectifs. Évidemment, nous rencontrons l'objectif de la qualité de l'air, mais le meilleur levier pour l'atteindre, c'est pas d'aller fiscaliser, c'est pas d'alourdir la fiscalité, c'est de développer notamment les transports en commun de qualité. Et pourtant, vous disiez favorable à certaines thèses du rapport par rapport à une taxation plus importante. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je suis favorable aux objectifs qualité de l'air CO2. Je suis favorable à l'objectif qui encourage de passer d'un système. Je suis favorable à un système qui encourage de passer de diesel vers l'essence par un bonus fiscal. Ce qui n'est pas le cas ici. C'est pas un bonus fiscal. Ici, effectivement, c'est un alourdissement. Mais ça, on peut en débattre. Nous avons déposé une proposition. Je vous invite à la lire. Je vous invite à nous soutenir. Il y a 2 ans de cela. Par un bonus fiscal lié à l'éco-score. Voilà, effectivement, ça c'est une proposition. L'éco-score est beaucoup plus compliqué. L'éco-score est beaucoup plus simple. Beaucoup plus compliqué à calculer. J'ai essayé de le faire cet après-midi pour mon véhicule. C'est pas très simple. Alors l'éco-score est très intéressant parce que non seulement il tient en compte effectivement les objectifs de qualité de l'air, les objectifs climatiques, mais également la pollution sonore. La pollution sonore, qui est une pollution qui est aussi importante en région bruxelloise. C'est aussi un calcul via l'éco-score que vous plaidez chez Ecolo. Donc l'éco-score présente une série d'avantages, c'est-à-dire qu'il équilibre mieux, nous pensons, les objectifs environnementaux, donc pollution de l'air, mais aussi lutte contre le réchauffement climatique, donc l'équilibre entre particules fines, émissions de CO2 et le bruit, donc on pense que c'est intéressant. Mais il y a moyen de rencontrer cet objectif-là avec la formule qui est proposée, pour autant qu'elle est ajustée, c'est-à-dire qu'elle tienne compte notamment de la masse du véhicule. Et donc, par rapport à votre question précédente, je pense que inclure un critère masse permet de corriger les effets pervers et les effets d'aubaine aussi d'une série de personnes qui achèteraient plus grand, plus puissant, mais plus avantagé fiscalement. Mais derrière tout ça se cache un autre enjeu, c'est celui de la substitution en fait, des véhicules très polluants par des véhicules moins polluants, ou jugés comme tels. On doit travailler sur les volumes. On doit aussi travailler sur les volumes des voitures. Et là, la réforme telle qu'elle est proposée ne propose rien. Il y a des limites, évidemment. On ne sait pas tout faire avec la fiscalité. Mais donc, il faut vraiment réfléchir à la question des volumes. Pas uniquement pour les Bruxellois, mais aussi pour les entrants. Et donc, c'est pour ça, effectivement, la question du péage urbain mais quand j'entends l'avis des uns et des autres, il y a peu de chances qu'on arrive à un accord sur une nouvelle fiscalité automobile durant cette législature. Ça reste un système du passé. Ça reste une taxation forfaitaire annuelle. C'est ça qui est quand même triste, si je puis dire. Mais ne pas prendre non plus position, alors que la Flandre, par exemple, l'a fait il y a plus de 6 ans, ça montrerait aussi un certain défaut. Parce qu'aujourd'hui, les voitures, par exemple, électriques, sont détaxées en Flandre. Et donc, on risque à un moment donné aussi d'apparaître comme de vrais conservateurs qui ne privilégient pas des comportements moins polluants. C'est pour ça que nous avons la responsabilité. Oui, mais quand on voit les points de vue qui sont quand même très, très différents, je crois que le téléspectateur s'en rend compte, est-ce qu'on peut espérer en un an, en moins d'un an, arriver à une... Oui, puisque l'objectif, et il est partagé par tous, même s'il y a certaines nuances, c'est quand même de faire une taxation automobile, de faire une taxation automobile qui vise vers une diminution de l'utilisation des voitures qui sont polluantes. Et ça, je pense que personne ici ne le conteste autour de la table. Et je pense qu'effectivement, on peut essayer de commencer à travailler sur l'éco-score, mais mon voisin a évidemment raison. On ne peut pas
uniquement mettre l'éco-score sans nier le fait qu'un véhicule, c'est un poids, c'est une puissance réelle et c'est un type de carburant. Et retirer ces 3 critères-là de ce calcul, c'est fausser le jeu et c'est donner une taxation qui sera automatiquement beaucoup plus chère vis-à-vis du bruxellois. Et je me permets juste de rappeler qu'aujourd'hui, on est entre 45 et 48% des bruxellois qui ont un véhicule. Et en réalité, est-ce que c'est vraiment ceux-là qu'on veut atteindre en augmentant la taxation? Certains vous diront, pour changer les habitudes, est-ce qu'il ne faut pas à un moment en passer par une taxation plus importante de certains types de véhicules? Nous l'avons proposé en 2015, nous avons déposé une proposition, effectivement, puisque pour changer les mentalités, pour à un moment donné faire conscientiser les citoyens, il faut pouvoir amener la taxation kilométrique sur la table. Voilà. Il y avait eu un premier projet sous l'ancienne législature. Alors effectivement, on va faire un petit tour de table par rapport à cette taxation kilométrique, mais on va d'abord la préciser, puisque les experts disent que cette première réforme doit avoir une durée limitée, 5 ans disent-ils, et puis à plus long terme, on passe par un prélèvement kilométrique intelligent. On va voir tout de suite le petit tableau. Donc c'est un paiement par kilomètre, suivant le carburant utilisé, suivant la norme euro du véhicule, suivant le CO2 rejeté. Ça peut être aussi le moment de l'utilisation, ce serait plus cher aux heures de pointe, et ça peut être aussi le lieu où la voiture est utilisée. Ce serait plus cher, par exemple, dans les axes très fréquentés ou dans l'hypercentre. Preneur de ce type de réforme, Benoît Serex? On est preneur d'une réflexion, mais je trouve objectivement que les experts n'ont pas été très originaux dans les propositions qu'ils mettent sur la table. Vous avez raison en disant que pour le premier volet, les 5 premières années, on est toujours sur ce système ancien de taxe forfaitaire. Bon, ça n'a pas été très créatif. Et ici, on propose de nouveau de taxer, alors qu'il existe déjà une taxe à l'usage. Ceci dit, si on n'utilise pas la voiture, on n'est pas taxé. Non, mais que sont les accises aujourd'hui sur le carburant. Moi, je regrette qu'on n'ait pas investigué la piste de ce qu'on appelle le payage positif, tel qu'elle a été lancée dans un certain nombre de villes, et je pense notamment à Rotterdam. Aucune mesure non plus... payage positif, pour résumer, pour qu'on comprenne. Ce sont des incitants, ce sont des bonus qui sont donnés à ceux qui circulent dans la ville à certaines heures. Plutôt que de taxer, on donne des bonus. Deuxième volet, rien dans cette réforme sur la voiture partagée, sur le covoiturage. On pourrait aussi donner des incitants fiscaux aux gens qui luttent contre l'autosolisme. Rien non plus sur la fiscalité familiale dans l'automobile. À un moment donné, quand vous avez une famille nombreuse et que vous devez circuler en voiture, vous devez avoir une voiture plus grosse, mais plus sur importante. La taxation, sur le prélèvement kilométrique, suivant l'utilisation, vous êtes preneur ou pas? Nous disons que nous souhaitons qu'on investigue également d'autres pistes. J'ai moi-même d'ailleurs déposé... Donc si j'ai bien compris, vous n'êtes pas preneur? Non, j'ai déposé une proposition. J'ai déposé une proposition pour que on puisse donner le même avantage fiscal dans une intervention loyer ou remboursement du prêt hypothécaire à quelqu'un qui habiterait dans un rayon de 5 km de son lieu de travail. Voilà des pistes, je pense, qui seraient aussi intéressantes d'investiguer. Alors David Weitzman, ce paiement par kilomètre, on en parle depuis des années, on ne le voit toujours pas venir. Est-ce que vous dites, on va en arriver là, quoi qu'il arrive? C'est un système auquel je ne crois pas, et le débat qu'on vient d'avoir illustre bien ces difficultés. Dès qu'on évoque la problématique de fiscalité, on évoque finalement la taxation. J'ai essayé d'expliquer que ce que nous proposions était un bonus fiscal. Mais ça existe pour mon collègue vient un peu l'expliquer. Excusez-moi, mais ça existe pour les poids lourds et ça marche. Et je n'y crois pas pour plusieurs raisons. Un, parce qu'on doit absolument avoir un accord avec les 3 régions. Pour bien faire, on devrait avoir un accord au niveau du Benelux, ça n'a pas beaucoup de sens. On devrait également avoir les mêmes critères d'évaluation. Et je n'y crois pas précisément parce qu'une fois qu'il sera mis en place, qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez que les partis de gauche vont diminuer la taxation? Vous pensez qu'ils vont retenir notre proposition de faire un bonus fiscal? Ce qu'ils vont faire, c'est alourdir la fiscalité. Donc ça va être un très mauvais système. Ça va être un système qui va faire fuir les entreprises. Donc on n'y croit pas, effectivement. Si c'est appliqué dans les 3 régions, je pense surtout que si on revient aux objectifs initiaux, qui sont les objectifs de qualité de l'air et de CO2, il y a énormément d'autres leviers qu'on peut actionner avant d'envisager ce genre de technologie qui coûte excessivement cher par ailleurs. Alors on a bien compris... Parce que M. Weitzman a rigolé tout à l'heure, ça nous tourne peut-être de rigoler aujourd'hui, puisque le gouvernement fédéral pratique déjà une forme de taxation kilométrique en augmentant les accises sur le diesel et qui leur rapporte près de 2 milliards d'euros et qui n'injecte pas dans les politiques de mobilité et la diminution. Alors franchement, venir nous dire aujourd'hui qu'il n'y croit pas,
C'est un peu faire un aveu d'échec et constater que c'est juste pour remplir leur caisse qu'ils ont augmenté les David accises. Weissman. Bon, écoutez, c'est une réflexion un peu poujadiste. Les accises Pas du existent tout. depuis des années, donc effectivement, c'est intéressant. Vous avez C'est la raison pour laquelle, effectivement, la taxe kilométrique n'a pas de sens. Vous appuyez ce que je dis, parce qu'il y a déjà ici en Belgique une fiscalité qui est liée à, effectivement, à l'utilisation. Et à quoi est-ce qu'elle sert? Il y a un double cliquet, si monsieur le savait. Il y a un cliquet, effectivement, qui perçoit des recettes, lesquelles sont directement remises dans des budgets liés à la mobilité. Je pense qu'on vient au gouvernement fédéral d'augmenter massivement, ce qui n'est pas le cas à la STIB, le nombre de kilomètres de train qui se parcourent en région bruxelloise, une nouvelle offre S qui est aussi intéressante, et Restons sur la taxation automobile, si vous le voulez bien. Restons sur la taxation. Le premier gouvernement qui met sur la table 1 milliard et qui est certain, contrairement à vos ministres de la mobilité successifs qui n'y sont pas arrivés, qui est certain de terminer le restons sur la taxation. Et donc cet argent sera ça. Emmanuel, d'abord, on a bien compris dès le début du débat que c'était votre marotte, que vous voulez qu'on y arrive dès maintenant, le plus rapidement possible. Ça existe pour les poids lourds. On aime, on n'aime pas, mais ça existe pour les poids lourds et ça permet d'objectiver. Le système actuel est totalement dépassé et est forfaitaire. Les Bruxellois ont effectivement des véhicules les plus anciens, mais ce sont eux qui font le moins de kilomètres. Donc je ne trouve pas ça intéressant de stigmatiser forcément les Bruxellois, parce qu'en réalité, ils utilisent moins longtemps, si vous voulez, en termes de kilomètres parcourus, et c'est logique, quelque part, que la durée de vie des véhicules soit allongée. Et il faut, en fait, en réalité, deux choses. Un accord de coopération sur les sociétés de leasing et un accord de coopération pour la taxe de kilomètre. Et je termine par dire, la Flandre est demandeuse de cet accord, elle a demandé à la région bruxelloise, et c'est la région wallonne, c'est le MR et le CDH qui refusent d'aller vers la taxe au kilomètre. Que l'on soit clair, et d'ailleurs on le voit dans ce débat, c'est le MR et le CDH qui refusent d'aller vers la taxation au kilomètre, qui est une taxation... On a bien compris que ce n'était pas votre système privilégié, Benoît Sorec, sur la taxation par kilomètre, puisque vous disiez dans ce débat qu'il fallait aussi penser à d'autres choses. Monsieur Peuzès, oui, il y a le système de la taxation intelligente telle qu'elle est préconisée par les experts. Nous pensons qu'il y a aussi d'autres pistes sur lesquelles il faut travailler. Ça me semble évident. Sur cette taxation intelligente. Mais donc, moi, je pense que cette tarification kilométrique aujourd'hui, et les experts l'ont encore rappelé hier, ça prend du temps à mettre en place. Donc ça a mis 15 ans pour le mettre en place pour les poids lourds. Il y a des ajustements technologique, il y a des accords politiques, certains l'ont dit, et donc on peut espérer arriver à un système de ce type-là à moyen, voire très long terme. Aujourd'hui, il y a une urgence. Et l'urgence, c'est que Bruxelles est asphyxiée par des voitures, et beaucoup de voitures qui viennent de l'extérieur. Et donc nous pensons qu'un système de tarification zonale peut déjà, dès aujourd'hui, être mis en place pour diminuer le volume des véhicules qui circulent dans Bruxelles. Et je pense que ça répondrait directement à la nécessité d'améliorer la qualité de l'air. Et après, le ring, et donc on aura toute la pollution des véhicules qui circulent sur le ring. Mais je ne fais pas partie de cela, la pollution ne s'arrête pas aux frontières des 19 communes de la région bruxelloise. Bien entendu, c'est ça le problème. La réalité et les mesures que nous avons réalisées avec Ecologroen récemment démontrent que les points noirs les plus importants en région bruxelloise sont situés sur les axes de pénétration en région bruxelloise. Ce sont des faits, ce sont des chiffres. Et donc il faut agir. Sur le ring. Il faut agir. On le fait, il n'y a pas de souci. Mais le ring est jusqu'à nouvel ordre, pas sur notre territoire. Donc si vous voulez l'élargissement de Bruxelles, vous pouvez peut-être trouver une alliance objective avec Delphi. Le fait est qu'ici, nous pensons qu'il faut vraiment réfléchir à une tarification zonale qui pourrait d'ailleurs s'appuyer sur les installations qui étaient mises en place dans le cadre de la mise en place de la zone de basse émission. Et donc il y a des solutions qui sont à portée de main et qui sont de court terme et qui permettraient notamment, grâce à cette manne financière, de financer et de renforcer le financement ou le refinancement des transports publics. Alors juste une question, puisque maintenant on voit les points de vue des uns et des autres, il y a un rapport là, qu'est-ce que le Parlement va demander? Vous allez demander un autre rapport, des éclaircissements, des pistes supplémentaires, Ridwan Chahid? En tout cas, on ne va pas adopter le rapport tel quel. Pour nous, la réflexion doit continuer. Nous allons, en tant que socialistes, déposer des amendements à ce rapport, de façon à ce qu'il y ait un équilibre que nous ne retrouvons pas aujourd'hui. Ouais, donc on imagine, c'est vrai que vous êtes tous pleins d'espoir pour que ce soit adopté très rapidement. On en est tout de même loin. Je ne suis pas plein d'espoir. Moi, je suis un peu interloqué, très sincèrement, par la situation, parce qu'on a la majorité, donc le gouvernement qui propose la mise en place d'un comité d'experts qui travaille sur un rapport, et puis on voit que le gouvernement n'a
n'a pas pris connaissance, ou en tout cas n'a pas débattu des conclusions de ce rapport, que c'est envoyé au Parlement pour débat. Mais je trouve ça un peu étonnant. Mais le problème, monsieur Serex, mais je trouve ça très bien qu'on Il n'y a pas d'accord au sein de ce gouvernement. Je trouve ça très bien le gouvernement a pris acte du rapport, comme le Parlement. Je trouve ça bien. Les experts nous ont dit hier qu'ils avaient travaillé de manière indépendante. Tout à fait. Ce dont nous avons pris connaissance hier, c'est du rapport des experts. Vous me permettez, comme politique, d'avoir mon point de vue par rapport à ce rapport et aussi de déposer un certain nombre d'amendements. J'ai parlé du covoiturage, j'ai parlé de la fiscalité familiale. Ce sont des éléments qui nous tiennent à cœur et qu'on déposera dans le cadre du débat. J'ai parlé d'une série de remarques que nous avions, bien sûr, j'ai parlé d'une série de remarques que nous avions aussi. Je m'étonne quand même du message qui est envoyé aux Bruxellois. Moi, je reçois, peut-être vous aussi, énormément de réactions, de connaissances qui me disent qu'est-ce que je dois faire avec mon véhicule. Et donc, on crée un sentiment de panique, alors que le document n'a même pas, et ne fait même pas l'objet d'un accord. Est-ce que là, on n'est pas en train de déstabiliser tout un marché de l'occasion, par exemple, où certaines voitures vont devenir totalement C'est la même chose que lorsqu'on fait une réforme en matière immobilière. Si on ne dit pas maintenant vers quoi l'on va, on va avoir un sentiment de frustration chez les gens. Des gens vont anticiper ou au contraire reporter des achats. Et le pire, c'est justement de ne pas pouvoir leur indiquer quel est le bon comportement, quel type de véhicule en réalité on veut privilégier dans la ville. Ce sont des petits véhicules, plutôt électriques ou pas. Et c'est ça le problème fondamental, c'est que si on tergiverse un peu trop longtemps et qu'on n'indique pas en clair le meilleur comportement et que les gens puissent se mettre dans cette échelle et tendre vers cet idéal, à ce moment-là, on aura pris tous les Bruxellois en otage et c'est pas ce que je souhaite. C'est pour ça que je pense qu'il faut quand même être un peu ambitieux et peut-être mettre ces divergences de côté pour construire un accord. Ben merci en tout cas d'avoir ouvert le débat sur le sujet ce soir. Vous l'aurez bien compris, le dossier n'est pas clos. On aura l'occasion d'en reparler. Merci messieurs. C'est terminé pour ce soir. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.